Bonjour et bienvenue dans notre webinaire Persona Gaia. Ce soir, nous accueillons Michèle Gossens. Elle va nous parler de deux choses qui peuvent paraître peut-être éloignées. L'environnement, la famille, l'amour, comment bien vivre et comment avoir une action sur tout cela. Parce que vous savez que les webinaires Persona Gaia, c'est de vous proposer une action pratique, réaliste et réelle sur l'évolution humaine. Alors, comme mon leitmotiv, c'est l'évolution humaine, avons-nous assez d'énergie pour évoluer? Eh bien, vous allez voir que ce que Michèle va venir nous raconter. Michèle est une femme exceptionnelle. Elle a un parcours que je ne saurais décrire tellement il est long et sinueux. D'ailleurs, elle va peut-être en parler elle-même un tout petit peu. Mais nous avons déjà des webinaires avec Michèle sur Persona Gaia. Donc, c'est une femme qu'on adore. Pourquoi? Parce qu'elle est intelligente, elle est sensible, elle est douée, elle est dynamique, elle est volontaire. Enfin, je sais pas, elle a plein de qualités, enfin, tellement que je ne saurais pas les nommer. Voilà, Michèle Gossens. À toi, Michèle. Bonsoir à tous. Merci à toi, Alain, fondateur de Persona Gaia, et merci pour toutes ces qualités que tu me donnes. J'espère que je les possède. En tout cas, merci à toi de me recevoir aujourd'hui pour ma webconférence. Ça me fait plaisir d'être au sein de Persona Gaia pour parler un petit peu du Feng Shui. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. Donc, vous allez découvrir ce que votre espace de vie révèle de votre relation de couple. Parce que bien souvent, on pense Feng Shui, on pense à venir installer des symboliques un petit peu partout, mais on ne pense pas cibler exactement ce que l'on doit travailler pour l'instant. Et donc, aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler. La relation de couple, c'est quelque chose de très important dans la vie. L'amour, c'est quelque chose qui est à la base de tout dans la vie. Toutes les relations que nous entretenons sont en rapport avec l'amour. Alors, puisque Alain a demandé que je me présente, eh bien voilà. Je viens de terminer une formation en psychogénéalogie et donc j'ai construit mon arbre généalogique. Il est un peu plus grand que celui-là. Ici, c'est un arbre simplifié, mais c'est un petit peu pour vous expliquer comment ça se fait que je suis en lien avec les maisons. Parce que je suis une thérapeute, mais pour moi, le plus important, c'est le contact avec l'habitation, avec son espace de vie, avec son lieu de vie. Et donc, moi, je lis les messages des maisons à travers les personnes. Et donc, du côté paternel, en fait, je viens d'une famille de briquetiers. Donc, les briques, c'est la maison, c'est avec quoi on fabrique la maison. Et de l'autre côté, la branche maternelle de la branche maternelle, si on peut dire, ce sont des marbriers. Et la branche paternelle, ce sont également des marbriers, mais dont le fils est devenu bijoutier. Donc, les pierres, on est de nouveau dans les pierres. Et moi, au départ, en fait, je suis de formation, je suis gémologiste. Donc, je suis expert en pierres précieuses. Donc, vous voyez que tout au long de mon arbre et de ma vie, eh bien, j'ai été entourée de pierres, de briques, de marbre. Et donc, mes grands-parents étaient bijoutiers. Et moi, j'ai repris donc cette bijouterie pendant 15 ans. Après, j'ai senti que ma place n'était plus là et donc j'ai préféré m'intéresser aux maisons. Voilà, dans cette conférence, bien, je vais vous révéler comment utiliser le Feng Shui pour grandir et atteindre vos objectifs. Vous allez voir que j'aborde le Feng Shui, moi je dis j'aborde le Feng Shui à l'envers. En fait, je l'aborde d'une toute autre manière que dont on entend parler. Souvent, on lit un livre, on regarde un site et on nous dit de placer certaines choses. Moi, je prends le Feng Shui à l'envers et je dis qu'est-ce que vous avez installé sur vos murs? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça vous convient? Non? Oui? Eh bien, on voit ce qu'on peut faire. Alors, il y a une méthode que j'ai mise au point. Donc, cette méthode dont je viens de vous expliquer, c'est le Feng Shui de la nouvelle conscience.
Et puis, je vais vous expliquer comment déjouer les tours du mental, parce que bien souvent, quand on installe des symboliques, eh bien, on ne se rend pas compte, mais notre mental nous joue des tours. Nos freins, nos croyances, notre vécu font que bien souvent, on n'installe pas la symbolique qui nous convient réellement. Et puis, je vais vous donner quelques informations pour améliorer votre vie de couple. Ça va jusque-là? Oui? Très très bien, c'est un grand programme. Allons-y. Alors, et à la fin de cette conférence, vous allez recevoir un cadeau. Donc, je Oh, vous réserve la surprise. Je ne dis rien pour l'instant. merci, merci. Alors, est-ce que vous connaissez le Feng Shui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est que le Feng Shui? Qu'est-ce qu'il entend par Feng Shui? C'est l'énergie qui circule dans la maison. Oui, c'est ce qu'on entend souvent, la circulation de l'énergie. C'est tout? Il n'y a rien d'autre? Moi, je ne sais pas si mon micro fonctionne. Oui, Oui, oui. La vidéo, la caméra, elle ne marche pas du tout. Bref, moi, c'est plutôt les zones, le zonage. Je ne sais pas comment on dit. Donc, Ah oui, c'est Marie-Sophie. Je te reconnais, Marie-Sophie. donc c'est les zones, enfin, Oui. qui me parlent le plus. Voilà. Oui, donc sectionner sa maison en différentes zones. Oui, c'est ça. Eh bien, on va voir un petit peu plus loin la signification des zones du bagua. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui ont une information à donner? c'est Non? chinois. C'est chinois. C'est chinois, mais il a un ancêtre. Ce n'est pas les Chinois qui ont inventé le Feng Shui. Ah, Est-ce que vous le saviez? ah ben non, là, non. Indien. Oui, très bien, ce sont les Indiens. Je suis pas retrouvée. Donc, ce sont les Indiens qui ont, mais bien sûr, ils ne l'appelaient pas Feng Shui, ils l'appelaient Vastu Shastra. Donc, le Vastu Shastra, en fait, est l'ancêtre du Feng Shui. Les Chinois sont allés en Inde, ont ramené le Vastu Shastra, l'ont adapté en fait à leur mentalité. Et comme le chinois a un côté beaucoup plus financier, abondance, eh bien, c'est devenu le Feng Shui. Les Européens sont allés en Inde, ont ramené le Vastu Shastra et c'est devenu la géobiologie. Donc, ils l'ont adapté également à leur mentalité. Donc, en fait, l'origine est identique. Ils sont tous les trois, ils viennent de la même souche, si je puis dire, et ils ont été chaque fois adaptés à la mentalité de la région, du pays qui avait ramené cette science. Alors, la différence surtout, et c'est pour ça que j'aime bien pratiquer moi aussi le Vastu Shastra et que je l'adjoins toujours au Feng Shui quand je fais une analyse chez des personnes, c'est que, Alain, tu parlais de circulation d'énergie. Oui, Voilà. Mais les Indiens viennent mettre quelque chose en plus à la circulation d'énergie. Ils viennent mettre une qualité énergétique. Donc, ce qui veut dire que l'énergie doit être équilibrée pour circuler dans la maison, donc ni trop lente, ni trop rapide. Mais il y a aussi, on peut vivre à différents niveaux vibratoires. Donc, c'est la qualité de l'énergie qui va influencer. Lorsqu'on vit au niveau 1, on est au niveau de survie. C'est les lieux où, comment je vais dire, les lieux après une catastrophe, par exemple. Les lieux de guerre. Ça, c'est le niveau 1. Et puis, on peut passer au niveau 2. C'est le niveau métro, boulot, dodo. Ensuite, on passe au niveau 3. Le niveau 3, c'est le niveau des projets. Le niveau 4, c'est quand on est continuellement connecté à son intuition. Alors, en fait, on ne vit pas continuellement à un certain niveau, ça bouge. On peut, pendant une certaine période, dans le métro, boulot, dodo, et puis les vacances approchent et on a des projets, ou bien on a comme projet de se marier, ou d'avoir un enfant, et là, hop, le niveau monte. Et puis on rentre de vacances,
on rentre dans le métro boulot dodo. Donc, ça varie, ça varie. Alors, ça ne veut pas dire qu'un niveau, bien sûr, le niveau 1 n'est pas tellement très agréable, mais ça ne veut pas dire qu'un niveau est meilleur que l'autre. C'est qu'on vit des situations différentes, suivant le niveau d'énergie où on se trouve. Oui, mais c'est quand même pas terrible de vivre comme une moule toute sa vie. Non, mais ça peut être un choix aussi. Un choix de Un vivre comme une choix. moule. N'est-ce pas un handicap dû à la société ou à l'alimentation? Oui, mais il y a des gens qui ont peur du changement. Ça fait peur le changement. Et donc, on préfère quelquefois vivre à un niveau inférieur de peur de ce qui va y arriver. Le bien-être, ça fait parfois peur aussi, hein. Et est-ce que dans le feng shui, on peut dire aussi qu'on a d'autant plus peur qu'on n'a pas d'énergie, et plus on a d'énergie, moins on a peur? Ah, bien sûr, bien sûr. Plus la qualité d'énergie est élevée, moins on est dans la peur. Moins on active ses blessures, moins on active ses croyances, moins on active ses peurs. Merci. Alors, on vient de répondre, il me semble que c'est un peu que le feng shui. Alors moi, j'ai plutôt une autre définition. J'estime que le feng shui, c'est un art de vivre. Parce que moi, je le pratique depuis 20 ans. Hein, j'ai commencé en 1999. Et pour moi, c'est devenu une habitude. C'est un art de vivre. Je n'installerai pas quelque chose dans la maison sans penser au feng shui, mais bon, c'est tellement devenu une habitude que c'est naturel. C'est devenu naturel pour moi. Donc, pour moi, le feng shui, c'est vivre en harmonie avec son véritable moi. C'est être qui on est réellement. C'est vivre aussi en accord avec sa mission de vie. Et c'est vivre en accord aussi avec la nature. Parce que pour moi, pratiquer le feng shui, c'est respecter aussi l'environnement et la nature. Voilà pourquoi nous collaborons ensemble, cher Michel, au sein de Persona Gaia. Voilà. Donc, moi, je considère que notre maison, notre espace de vie est un peu comme une seconde peau dans laquelle, en fait, on a imprégné nos ressentis, nos émotions, nos croyances, notre personnalité, notre potentiel aussi, notre force, notre éducation, mais aussi le vécu de nos ancêtres. On ne choisit pas une maison par hasard, on la choisit parce qu'elle correspond, elle nous attire, parce qu'il y a des choses dans cette habitation qui nous attirent. Et bien souvent, on reproduit malheureusement, on n'a pas toujours notre propre identité, on prend souvent la place d'un ancêtre. Et donc, quand j'étudie les maisons, je vois dans ma famille comment mon frère, ma sœur et moi avons eu nos maisons. Eh bien, même si elles sont différentes, elles se ressemblent très fort. Au départ, elles se ressemblent très fort. Ce que je remarque, par exemple, c'est que mon frère et moi, on est plutôt allés dans la lignée de la famille et ma sœur a fait exactement le contraire à un certain moment. Vous voyez, donc on peut être, soit on adhère directement, soit on est dans l'opposition. Alors, utiliser le feng shui, ça permet de grandir et d'atteindre ses objectifs. Parce que vous savez que tout est énergie. Donc les objets, les plantes, les animaux, notre corps, notre espace de vie est animé d'une énergie. Et nos blessures, nos croyances, nos peurs, c'est également de l'énergie. Moi, je les considère plutôt comme si elles gravitaient autour de moi. Et qu'à certains moments, je les active ou je les désactive. Et donc, en fait, nous mettons des filtres. Et donc, sur les murs de notre espace de vie, je parle toujours de murs d'espace de vie, mais ça comprend aussi le lieu où on travaille, hein, le lieu où on enseigne. Tout ça est miroir de notre vécu. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, normalement, si on était vraiment en accord avec soi-même, notre maison serait en accord aussi et elle nous permettrait d'atteindre nos objectifs.
nos rêves. Mais comme nous activons de temps en temps des blessures, des croyances, des peurs, eh bien, nous installons ça sur les murs de notre maison. Et donc, quand vous lisez un livre ou sur un site que, eh bien, pour découvrir le prince charmant, il faut mettre la représentation du prince charmant ou la représentation d'un couple, eh bien, bien souvent, notre mental va nous jouer des erreurs. On va s'imaginer que la symbolique que l'on choisit est idéale et en réalité, elle ne va pas convenir. Alors, vous allez voir un petit peu plus loin, avec des exemples que je vais vous donner, comment des personnes se sont fait piéger, en fait, par leur mental. Donc, comme je disais tantôt, vous n'avez pas choisi votre maison par hasard. Vous l'avez choisie parce qu'elle vous correspond. Et quand on me dit « Ah oui, mais c'est une maison que j'ai héritée, je n'ai pas eu le choix », on a toujours le choix. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si la maison ne nous convient pas, on ne va pas la garder. Ou alors on me dit, ben oui, mais c'est parce que c'est celle que j'ai trouvée au prix qui me convenait. Mais si elle ne vous avait pas plu, vous ne l'auriez pas gardée et vous ne l'auriez pas choisie. Donc, vous avez choisi votre espace de vie, mais vous avez choisi aussi l'environnement, le type d'habitat. Est-ce que c'est une maison qui est en briques, une maison qui est en pierre, une maison qui est en bois? Tout ça va avoir une influence sur notre vie. Est-ce que c'est une maison individuelle, perdue au milieu des bois? Ou est-ce qu'on habite dans un immeuble avec des voisins tout autour de nous? Alors, je parlais des matériaux de construction aussi, des orientations cardinales. Une maison peut avoir une entrée principale qui est située au nord et avoir exactement une maison qui soit identique avec le même plan, mais la porte d'entrée se situe au sud. Et tout ça va avoir une influence différente. Alors, nos voisins aussi, indirectement, on a choisi la maison aussi parce que nos voisins qui sont là, ils sont animés d'une énergie. Et cette énergie, eh bien, elle nous influence. Et plus ils sont près de nous, donc lorsqu'on vit dans un appartement, nos voisins auront plus d'influence avec leur énergie sur nous que si nos voisins se trouvent à 50 mètres de chez nous. Donc, dans les immeubles, il y a un mélange d'énergie. Et par rapport aux voisins, est-ce que tu as la réponse à cette étrange énigme? Pourquoi il y a toujours un connard dans notre environnement direct? Ah. Pourquoi il y a quelqu'un qui nous dérange, quelqu'un qui nous irrite profondément près de nous? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à nous apprendre. Il a comment je vais dire, une expérience à nous faire vivre. Je viens justement, il y a 2 ou 3 mois, d'aller chez justement des personnes qui ont un conflit de voisinage. Et on a découvert pourquoi. Pourquoi? Parce que chacun n'avait pas son territoire. Et comme je travaille aussi avec l'arbre généalogique, eh bien, le couple chez lequel je suis allée a tracé son arbre généalogique et il y a eu, dans les générations précédentes, des problèmes de territoire. Et donc ici, c'est tout frais, hein, parce que bon, je suis les personnes pendant 6 mois. Eh bien ici, ils viennent d'installer une clôture. Parce qu'en fait, je ne vais pas essayer d'être trop longue, je vais essayer de simplifier, c'est qu'au départ, les personnes qui ont acheté, chez qui je suis allée, ont acheté un terrain à je vais dire, des bourgeois, des notables du village. Et donc, ils ont vendu, ils ont morcelé une partie de leur propriété. Et ça s'est bien passé, c'est que ces personnes-là qui ont eu ce morceau de terrain ont construit une maison et il n'y a pas eu de clôture qui ont été faites. Donc, chacun empiétait, si on veut dire, l'un sur l'autre. C'est que ces personnes qui ont construit la maison allaient faire leur jardin chez le voisin, leur jardin potager, par exemple. Et donc, ça se passait très bien. Et puis, ces personnes âgées qui avaient vendu le terrain sont décédées et c'est la petite fille qui a hérité de la maison. Et quand elle est arrivée, les conflits ont commencé. Pourquoi? Tout simplement parce que la petite fille
c'est comme si on lui avait pris une partie de son héritage. Comme il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de limite, pour elle, elle est toujours propriétaire de cette partie-là du terrain. C'est son mental qui est venu foutre le brin. Voilà, mais c'est que les personnes chez qui je suis allée devaient vivre aussi cette expérience-là. C'est qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et donc, il faisait aboyer le chien, il jetait des fruits pourris, des légumes pourris dans le jardin des personnes chez qui je suis allée. Et donc, bon, je vous dis, hein, c'est tout frais, il y a maintenant 15 jours que la clôture est mise. Eh bien, les personnes commencent à respirer parce qu'elles se sentent déjà de nouveau en sécurité. Et le chien, il est toujours là, mais il n'aboie plus. Donc, peut-être que lui aussi avait un conflit de territoire. Il défendait son territoire. Merci pour l'exemple. Voilà. Donc, les voisins, je parlais aussi de la disposition des pièces. Donc, notre maison, eh bien, la disposition des pièces a une influence. Est-ce que la cuisine se situe sur la façade avant? Est-ce que c'est plutôt une chambre? Est-ce que c'est la salle de bain? Tout ça va avoir aussi de l'influence sur notre vécu. Et puis, bien sûr, les symboliques qu'on place sur les murs. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas uniquement que les symboliques. Quand on dit mettre une fontaine en zone argent et la représentation d'un couple en zone amour, et puis les gens l'installent et ils disent ça ne fonctionne pas, ben non, il y a tellement de points qui interviennent dans le Feng Shui que c'est quand même quelque chose qui doit être précis, fait d'une manière précise. Donc, en fait, tout ça, vous avez choisi tout ça, tous ces critères-là, selon la cartographie de votre inconscient, selon votre vécu, votre éducation, et je me répète encore, vos freins, vos croyances, vos peurs. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'apprendre la langue des maisons et découvrir si votre lieu de vie est en adéquation avec ce que vous désirez vivre réellement. Si c'est non, eh bien, en fait, observez, décryptez ce que vous avez inscrit sur les murs de votre espace de vie. Donc, comme je disais tantôt, tous ces freins, toutes ces croyances, toutes ces blessures constituent des filtres, en fait, qui vous empêchent d'accéder à votre véritable nature et de vivre en harmonie avec qui vous êtes réellement. Et donc, il y a des personnes qui se disent, mais voilà, je vis toujours la même situation. Je tombe, comme je suis une femme, je vais dire, je tombe toujours sur le même type d'homme. Ou bien je perds toujours mon emploi. Ou je tombe toujours sur des voisins agressifs. Pourtant, j'ai déjà déménagé plusieurs fois. Eh bien, c'est parce que l'expérience n'est pas encore dépassée et que vous n'en avez pas encore compris le sens. Donc, votre espace de vie, il vous révèle heureusement aussi tout le côté positif, tout votre potentiel, toute votre puissance personnelle. Mais malheureusement aussi, tout ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Mais quand vous le décryptez, vous avez le déclic qui se fait et là, tout se met en place. Est-ce que vous voulez une vie pleine de bonheur, une vie pleine de rêves, où tous vos objectifs se concrétisent? Je suppose que tout le monde va me dire oui, non? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, oui. Donc, comme je disais, les livres, les sites ne nous donnent que des informations sur des symboliques universelles. Hein? Mais est-ce qu'on fonctionne tous de la même façon? On ne se connaît pas tous différents. Donc, une symbolique qui est bonne pour quelqu'un ne sera peut-être pas bonne pour quelqu'un d'autre. Je donne toujours un exemple. Vous recevez en cadeau une petite statuette de chien. C'est un petit chien bien mignon, bien beau, qui vous rappelle celui que vous aviez dans votre enfance. Ah, c'est magnifique. Pour vous, ça va devenir une symbolique positive. Ouais. Mais admettons que vous ayez été mordu par un chien en étant petite. Qu'est-ce que ça va signifier pour vous? Un petit peu des deux.
Voilà. Donc, chaque fois que vous allez passer devant cette statuette qu'on vous a offert et que vous êtes peut-être bien obligé de garder parce que c'est un cadeau de votre belle-mère ou de votre belle-sœur, eh bien, vous allez penser à cette fois où vous êtes mordu. Donc, la symbolique ne vous conviendra pas. Alors, une chose aussi, est-ce que vous avez déjà vu deux maisons identiques? J'ai essayé de chercher une photo pour le PowerPoint, d'avoir des maisons de rangée hein, dans une même rue, mais on n'en trouve jamais deux à l'identique, même si elles ont été construites avec le même plan, déjà par leur situation. Est-ce qu'elles sont dans le début de la rue, dans la fin de la rue? Est-ce que leur orientation est ouest, est, nord, sud hein? Et puis les gens, est-ce qu'ils ont mis une petite barrière en bois devant la maison? Est-ce qu'ils ont peint leur châssis en vert ou en rouge ou en bleu? Est-ce qu'ils ont mis des géraniums ou plutôt des, je sais pas moi, des bambous où ils n'ont pas du tout installé de fleurs? Est-ce qu'ils ont mis un éclairage à côté de la porte? Tout ça fait que votre maison, elle ne sera jamais en tout point identique à celle d'un autre couple, d'une autre famille. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser le Feng Shui de la nouvelle conscience. Tout d'abord, vous allez commencer par réfléchir pourquoi vous avez choisi cette maison, ou cet appartement, ou cet immeuble. Est-ce que c'est à cause de l'environnement? Parce que c'est proche de mon travail? Attention, vous êtes peut-être imaginé ça, mais votre inconscient vous a joué aussi un tour. C'est que cet espace de vie, ce lieu de vie, il vous appelait, il vous attirait. Est-ce que c'est parce que la terrasse est orientée sud? Ou est-ce que parce que vous avez trouvé une pièce qui convenait bien pour faire votre chambre? Moi, je vais vous donner l'exemple. Il y a 5 ans que j'habite ici dans la maison où je suis. Eh bien, quand je suis arrivée, la chambre du couple ne se situe pas où est maintenant ma chambre de couple. En fait, la chambre du couple, c'est mon bureau actuel. Parce que pour moi, ça ne me venait pas l'idée de faire une chambre dans cette pièce. Parce qu'il y a une magnifique vue sur le jardin japonais, il y a plein de choses qui m'attiraient et je me disais, pour la chambre, surtout, bon, on n'y est pas tout le temps non plus, et c'est plutôt quand il fait noir, bien, j'aime autant que ce soit plutôt vers le jardin, la pelouse où il n'y a pas un beau décor. Tandis que quand je suis dans mon bureau, c'est beaucoup plus joli de regarder ma statue de Bouddha, mon éclairage, voilà. Donc, je n'ai pas, pourtant j'ai acheté la maison de ces personnes, elle m'attirait, mais malgré tout, j'ai adapté la maison. Et pourtant, il y avait peu de travaux à faire dedans. Donc, prenez conscience, en fait, de votre potentiel, de votre puissance personnelle et de ce qui vous empêche d'accéder à vos rêves. Donc, en fait, moi, j'ai créé une roue de la satisfaction. Parce que Marie-Sophie, tantôt, nous parlait du bagua, donc de toutes les zones de la maison. Eh bien, toutes ces zones, on va le voir un petit peu plus loin, correspondent à un secteur de votre vie. Et donc, je trouve qu'au lieu de vouloir travailler sur toutes les zones en même temps, ce qui risque en fait de déstabiliser votre bagua, parce que vous allez peut-être, comme je vous dis, faire des petites erreurs, votre mental va vous jouer des petits tours, et donc tout va sembler sans dessus-dessous, et vous n'allez plus rien y comprendre. Donc, quand on débute avec le Feng Shui de la nouvelle conscience, tout d'abord, on voit dans quel secteur de sa vie il faut travailler pour l'instant. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne travaillerez jamais dans les autres secteurs. C'est que la vie, elle évolue, elle bouge. Et peut-être que pour l'instant, si vous êtes en train de m'écouter, c'est parce que vous avez envie d'améliorer votre vie de couple. Et peut-être que dans quelques mois, c'est peut-être votre vie professionnelle qui sera retravaillée. Ou un projet de construction, un projet d'enfant. Donc, c'est pour ça que c'est important de débuter avec la roue de la satisfaction. Et voyez, cette roue, elle est graduée. Et
vous prenez ces trous et vous graduez de 0 à 10, comment vous vous sentez par rapport à cette situation. Donc, par rapport à ma vie amoureuse, par rapport à mes projets, par rapport à ma réputation, par rapport à l'abondance. Bon, je ne vais pas tout prendre en détail ici, puisqu'on est plutôt dans la relation amoureuse, mais il y a un lien, soyez rassurés, je vous l'enverrai si vous n'avez, c'est pas facile à copier un lien comme ça, mais il suffit d'aller sur mon site, sur l'onglet Actualité, et vous allez trouver des tas d'articles où on parle de tout ce qui a un rapport, bien sûr, avec le Feng Shui, heureusement, le Vastu Shastra, le Morpho-Relooking. Donc, si vous ne savez pas le copier, rassurez-vous, je le donnerai tantôt. Alors, comme je vous disais ici, on est là pour parler de la zone amour. Et je disais tantôt que l'amour, c'est quelque chose qui est important dans tous les secteurs de notre vie. Parce que ça a une incidence sur toutes les relations que nous entretenons, même avec nos voisins. Donc, tout d'abord avec notre conjoint, bien sûr, avec nos enfants, notre famille, nos amis, nos clients, nos collègues, et tiens, je ne l'ai pas mis, nos voisins. Donc, nous avons tous besoin de nous sentir aimés. Et donc, j'en viens à ce fameux bagua qui, en fait, vient s'appliquer sur le plan de notre habitation. Et là, on a un bagua général qui va nous donner des informations. Mais dans chaque pièce de l'habitation, il y a un bagua. Ce qui veut dire que des zones amour, il n'y en a pas qu'une dans la maison. Il y en a plusieurs. Et c'est pour ça, quelquefois, j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent « Ah, j'ai un manque en zone amour, j'ai un manque en zone connaissance. » C'est pas grave, parce qu'en Feng Shui, il y a toujours moyen de corriger. Je n'ai jamais dit à quelqu'un « Attention, mettez le feu à la maison ou déménagez dans les 24 heures. » Il y a toujours moyen d'améliorer son lieu de vie. Alors, ça ne veut pas dire que quand il sera amélioré, vous ne le quitterez pas. Parce que justement, vous irez vers autre chose. N'oubliez pas que la vie évolue. Donc, comme je parle du bagua, eh bien, il y a 9 zones. Donc, le plus simple, c'est de prendre le plan de son habitation et de sectionner ce plan en 9 zones. Donc, on prend la longueur, on divise en 3, on prend la largeur et on relie tous les points et on obtient 9 zones. Donc, la zone qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la zone amour. C'est celle qui se situe en haut à droite. Mais il faut se dire que chaque zone, en fait, a une fonction. Donc, là, on va prendre le bagua général et on va aller voir où se situe chaque pièce et ça va nous donner des informations. Parce qu'une chambre qui se situe en zone amour ne donnera pas la même information qu'une chambre qui se situe en zone richesse ou en zone réputation. Alors, il n'y a rien de mauvais, c'est la qualité d'amour que l'on recherche. Comme je vous ai dit tantôt, on est tous différents. Donc, si on est tous différents, on ne recherche pas tous la même qualité d'amour. Alors, après, ce qu'il y a, c'est que chaque pièce de votre habitation a une symbolique différente. Votre bureau, il est lié au travail, il sera plutôt lié à votre profession. Devinez un peu quelle pièce est reliée à la relation de couple. C'est pas bien compliqué, ça. La chambre. La chambre, bien sûr. La chambre du couple, hein, pas la chambre des enfants. Bon, pour les hommes, c'est pas la chambre. Hein. Pour les hommes, c'est la cuisine, la salle à manger. Ah, c'est là où ça se passe. Mais c'est là où on parle d'amour à un homme avec son ventre, non? Tu vois, toi tu recherches une autre qualité d'amour que certains ne recherchent peut-être pas. Ok. Ah, ça. Alors, il y a aussi une pièce qui est plutôt liée à la vie sociale. La salle à manger. Voilà. En général, ça va être le salon, la salle à manger. Et puis, il y a aussi les pièces qui sont liées plus à la vie familiale. Alors, il y a une pièce qui est entièrement aussi réputation.
C'est celle qui, quand une personne pénètre chez vous, se fait une information sur votre réputation, sur votre renommée. Ça, c'est le hall d'entrée. Le hall d'entrée, en fait, c'est le sas entre le monde social et l'intimité. Et donc, ça, c'est une pièce où beaucoup de personnes peuvent y entrer, mais il y en a peut-être certaines qui n'iront que jusque-là, qui ne pénétreront pas plus loin dans le lieu de vie. Exemple, le facteur, un représentant de commerce, il va entrer dans le hall d'entrée, on ne le fera pas pénétrer plus loin. Donc, j'en reviens à ma chambre qui symbolise en fait la relation de couple. Donc, à quoi ressemble votre chambre? Déjà, quelle impression donne-t-elle? C'est pas toujours facile quand on est chez soi de se dire bah, ma chambre elle est bien, mais bon, quelquefois il faut prendre du recul. Et ce qui est intéressant, c'est de faire des photos. Parce que le recul avec un œil sur une photo, avec un appareil photographique, ne va pas donner la même impression. Donc, est-ce que votre chambre est plutôt sombre? Elle favorise plutôt l'introversion? Est-ce que tout est plutôt blanc? Est-ce que c'est plutôt des couleurs chaudes? Là, il y a un petit mélange de couleurs plus beige et puis quelques touches de couleurs. Donc, ça aussi, ça va donner une information. Alors, ça ne veut pas dire qu'une chambre, là, il y en a une qui est moins bonne que les autres. Non, c'est la qualité d'amour que vous recherchez. Si on voit par exemple la première photo, hein, celle où les murs sont peints en bleu marine, c'est une chambre qui va plutôt donner une certaine introversion. Et donc, ça, ce serait bénéfique, par exemple, pour un couple qui existe déjà dans la durée. Hein, parce qu'il y aura beaucoup moins de communication. On se connaît bien et donc on n'a plus besoin peut-être de se parler. Une chambre comme ici dans les orangers favorisera peut-être plus la conversation. C'est peut-être pas trop l'idéal non plus dans une chambre si on parle trop. Hein, donc chaque type de chambre va vous donner des informations qui sont différentes, ni bonnes ni mauvaises, mais qui ne vous conviennent peut-être pas. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, comment vous allez repérer la zone amour de votre chambre? Vous avez vu, je vous ai expliqué qu'il fallait sectionner. En fait, vous prenez le plan de votre chambre et vous le sectionnez en 9 cases. Ce qui est important aussi, c'est de repérer les orientations cardinales. Parce que, comme je parlais tantôt de qualité d'énergie, dont on ne parle pas dans le feng shui traditionnel, mais plutôt dans le feng shui de la nouvelle conscience, eh bien, la lumière, donc l'orientation cardinale de la fenêtre, va donner une information, une qualité vibratoire également. Donc, une fenêtre qui va être à l'ouest ne va pas donner la même énergie solaire, je vais dire, qu'une fenêtre qui est au nord. Donc, le nord, ça laisse les choses telles quelles. Il n'y a jamais de soleil dans l'orientation nord. Donc, les choses restent telles quelles. Une orientation ouest, c'est plutôt une énergie descendante. Donc, ça va plutôt favoriser le calme, le repli. L'est va être beaucoup plus dynamique. Donc, est-ce qu'il y a une orientation qui est moins bonne qu'une autre? Non. Tout dépend de ce que vous recherchez. Le sud, Michel. Oui, ça c'est une énergie feu. Donc, c'est une énergie hyper yang. Merci. Et oui, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Hein. Non, mais alors j'étais en train de me dire, comme à mon domicile, en fait, la fenêtre de ma chambre à coucher est orientée à l'ouest, je suis plutôt flemmard et demandant le calme et le bien-être paisible. Et alors, quand je vais dormir chez ma compagne qui a sa fenêtre à l'est, qui est le lever du jour, l'aspect énergétique et tonique, alors à ce moment-là, la sexualité est plus forte. Normalement, oui. Je vais aller dormir plus souvent chez elle. Mais tu peux dynamiser autrement aussi. Hein.
Tu peux dynamiser ta chambre autrement aussi. Hein. Tu peux. J'ai un article sur mon site, la couleur des draps. La couleur des draps peut influencer aussi. Moi, bon, suivant l'intonation, l'intention que je veux donner, je vais mettre telle couleur de drap ou telle autre couleur. Je vais jouer aussi sur les napperons. Je mets des petits napperons sur les tables de chevet pour donner aussi une information. On a envie que ce soit un peu dynamique, on va mettre peut-être des touches de rouge, d'orange. On trouve qu'on n'est pas suffisamment dans la communication, on va mettre du jaune. On veut faciliter, on veut favoriser le renouveau, on va mettre du vert. Donc, vous voyez, le Feng Shui, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qu'on peut faire bouger. C'est pas statique. Et bon, même si la décoration de la chambre, bon, les murs, on va pas changer la couleur toutes les semaines, mais vous pouvez jouer avec les couleurs de drap. Vous pouvez jouer aussi avec les types d'éclairage. En Feng Shui occidental, on parle des différents types d'éclairage. Un éclairage objectivant, donc c'est un éclairage qui vient du haut vers le bas, va plutôt favoriser le mental. Un éclairage indirect va plutôt favoriser l'intimité. Et un éclairage élevant va plutôt dynamiser. Donc, tout ça va avoir une répercussion. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'arrive pas dans une décoration qui est figée. Et quand on veut donner une nouvelle intention, bien, il suffit de jouer avec les couleurs, avec les éclairages et bien sûr aussi avec les symboliques. Donc, comme je vous disais tantôt, moi, je prends le Feng Shui à l'envers. C'est que je ne dis pas, tiens, je veux rencontrer quelqu'un, je vais mettre la représentation d'un homme dans ma zone amour. Non, je vais aller voir ce qui se passe dans ma zone amour, ce que j'ai installé pour l'instant. Enfin, je dis si je vais au domicile des personnes, je leur dis, observez votre zone amour. Qu'est-ce que vous y avez installé? Et là, les personnes peuvent me décrire et me disent, ah oui, c'est vrai, j'ai mis ça. Donc, c'est important de ne pas défaire, enlever la symbolique que vous avez installée sans en réfléchir et sans en comprendre le sens. C'est d'abord dire, qu'est-ce que j'ai installé dans cette zone-là? Donc, j'ai fait ma roue de la satisfaction. Je vois que dans mon couple, pour l'instant, ça bat un peu de l'aile. Qu'est-ce que j'ai installé dans ma zone amour? Est-ce que je n'ai pas une plante verte dont les feuilles sont en train de se dessécher? Je donne cet exemple-là. Est-ce que c'est pour la maison en général ou juste la chambre, Michel, que je comprends? Ici, en fait, comme je parle de la relation de couple, c'est uniquement dans la chambre. Mais si, par exemple, tu serais en conflit avec tes collègues de bureau, tu irais peut-être voir la zone amour de ton bureau. Okay. Donc, tu vas aller voir par rapport à la symbolique de chaque pièce. D'accord, merci. Ça va? Il n'y a pas d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Alors, voilà des petits exemples. Donc, c'est du vécu. Hein. Je suis allée chez des personnes et donc les prénoms ont été changés pour respecter l'anonymat des personnes. C'est une dame, donc Monique, qui avait installé une symbolique d'amour parce qu'elle était à la recherche d'un homme et elle me dit, je ne comprends pas. J'ai pourtant placé une statuette de couple dans ma zone amour et j'ai rencontré quelqu'un, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. C'était une dame qui était divorcée, qui avait 2 enfants et ce monsieur avait 2 enfants aussi et tout se passait bien, ils se rencontraient, mais elle dit, il ne se passe rien, il ne bouge pas. Pourtant, j'ai l'air de lui plaire et moi, il me plaît bien aussi. Est-ce que vous auriez une idée de la symbolique que cette dame avait installée dans sa zone amour? Non. Un couple, je sais pas, un couple, c'est statique. Mais là, tu dis, je vois une statuette, mais c'est ça que je me dis, c'est peut-être ça, non? Un truc qui ne bouge pas? C'était en fait une statuette où il n'y avait pas de jambes. Ah. Et en fait, ça paraît vraiment simpliste. Hein. Quand je dis ça, on n'est pas obligé de le croire. Mais je vous assure que souvent, ce que la personne dit dans sa phrase
comporte tout ce qui bloque dans la symbolique. C'est pas la première fois que ça m'arrive, donc elle me dit, mais il ne bouge pas. Mais je lui dis, vous avez vu la statuette que vous avez mis, la représentation? Il n'a pas de jambes, comment voulez-vous qu'il bouge? Ok. Alors, oui, Ça m'inquiète parce que j'ai des dragons chez moi. J'ai plein de statuettes de dragons. Là, je oui. commence à me poser des questions. Ben, en fait, là, je vais un petit peu plus loin, c'est que si une symbolique se représente plusieurs fois, ça devient une collection. Oui, c'est ça, une Et collection. donc, une collection, il faut en comprendre le sens. Oh, on va changer de sujet. Revenons au sujet. Et là, tu peux aller voir aussi principalement dans quelle zone elles sont installées. Ils sont installés. Alors, j'ai un autre couple qui m'appelle. Bon, ça n'allait pas très bien dans l'ambiance conjugale. À votre avis, qu'est-ce qu'il y avait dans la zone amour de la chambre? Les photos des enfants. Ça se pourrait qu'il y ait les photos. C'est vrai que les photos d'enfants n'ont rien à voir dans la chambre du couple, mais c'était pas ça. Et ça, c'était la photo de mariage du couple précédent. Cette dame était veuve et donc, pour ses enfants, elle voulait laisser la photo de mariage pour qu'ils voient encore leur papa. Alors, comment voulez-vous que ce nouveau compagnon qui arrivait se sente à sa place dans cette famille? Non? Et donc, dans cette maison, je me souviens, il y a déjà au moins 15-20 ans que je suis allée, eh bien, il y avait des photos de l'époux décédé, mais partout, partout, partout. Ce n'était pas une photo, c'était des dizaines de photos installées partout. Donc, le compagnon, il n'avait vraiment pas sa place là. Hein. Et puis ça, j'arrive chez un couple, donc il ne sait pas avoir d'enfant. Le monsieur a un fils d'un premier mariage, donc de son côté, il n'y a pas de souci. Et cette dame a fait tous les examens possibles, il n'y a aucun problème médical. Et donc, je visite la chambre et Véronique, à votre avis, que me dit-elle lorsque on visite la chambre? C'est une vraie photo? C'est la photo? Non, je n'ai pas pris les photos des personnes, mais c'est ce style-là. Enfin, c'est ce style-là. Il avait récupéré le mobilier de ses grands-parents. Ben, c'est presque ça. C'est qu'en fait, il vivait dans la chambre. Elle était restée telle qu'elle, comme lors de son premier mariage. Et donc, elle, quand elle arrivait dans la chambre, elle n'avait pas l'impression d'avoir sa place. Elle n'était pas son épouse. Pourtant, elle s'était mariée officiellement. Et donc, puisqu'elle n'était pas l'épouse, peut-être que son vécu, que ses croyances faisaient qu'il fallait être bien marié pour pouvoir procréer. Et donc, tant qu'elle était dans une chambre comme ça, ben, elle ne savait pas avoir d'enfant. Vous voyez, comme notre mental peut nous jouer des tours. Hein. Est-ce que vous avez des questions par rapport au symbolique? Mais disons que par rapport au mobilier, quand il ne bouge pas comme ça sur des années ou des dizaines d'années, on peut dire aussi que la forme est figée. La forme. Et la forme est tellement figée que tout ce qui rentre dedans n'a pas d'influence sur une forme aussi figée, aussi statique, aussi lourde. Et à ce moment-là, on entre dans ces lieux et on se sent dépossédé. On ne Oui. peut pas les approprier, se faire sien. Et c'est Oui. rien que pour ça que le corps d'une femme peut se stresser suffisamment que pour ne pas s'ouvrir au sperme de son mari et au désir d'enfanter. Oui, oui, oui. Oui, merci Alain. Moi, je me posais la question, Michel, de quand c'est des placards, tu vois, enfin, ou un dressing. Enfin, moi, j'ai ça, par exemple, en zone amour, j'ai une partie de mon dressing. Enfin, j'ai aussi un gros trou aussi. Il y a un trou sans rien. Il y a une armoire qui a été retirée, mais je me dis, le dressing, c'est une symbolique aussi. Enfin, voilà. Ben,
En fait, bon, s'il est tout simple, on peut considérer que la chambre se termine là. Hein, donc, bon, c'est le mur. S'il y a pas un motif, une symbolique qui est représentée sur le placard, sur la porte. Ah oui, d'accord. On considère la paroi, enfin, comment est-ce qu'on dit, pas la paroi, mais oui, enfin, Le panneau, oui, c'est ça, le panneau comme le mur, en fait. On comme le finit. mur, oui, la fin de la chambre. Donc, on fait un bagua qui va être un peu plus petit que la totalité de la chambre. Si c'est Ouais. vraiment encastré dans les murs et que… Non, moi, il n'est pas encastré, hein. C'est vraiment un dressing Ikea. Donc, il n'est pas encastré. Mais il est fermé. Non, il n'est pas fermé non plus. C'est Ah, vraiment. alors, il va faire partie du bagua. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, Alors, oui. si je peux me permettre, hein, en qualité de psychologue, s'il y a un dressing dans la zone amour, c'est un message au mari. Oh, pardon. Ça, c'est ses armoires à lui hein, qui sont côté amour. Moi, je suis de l'autre côté. Hein. Oui, c'est ça, c'est un message pour le mari. Oui, c'est ça. Alors, je peux aller plus loin aussi. J'ai visité aussi, parce que j'en ai visité des chambres de couple, où il n'y avait que les vêtements de la dame et où le mari avait un placard dans une autre chambre un peu plus loin. Donc, en fait, c'était la dame qui était vraiment, je vais dire, le moteur du couple. Hein. C'était plutôt elle qui était yang et c'était elle qui dominait dans le couple. Là aussi, ça a de l'importance. Je n'allais pas en parler dans la conférence, mais on y vient. De la façon dont sont rangés les vêtements dans la chambre aussi. De la position, quand on est dans son lit, de la position qu'on a. Est-ce qu'on est plutôt du côté yin ou plutôt du côté yang? Donc, quand on est couché dans le lit, si on est couché, eh bien, si on est une femme et qu'on est avec un homme, eh bien, l'homme doit se trouver du côté droit dans le lit. Si on est droitière, hein, je pense. Non? Ou si l'homme est droitier, parce que s'il est gaucher, on s'inverse. Non, moi je ne le fais pas parce que le côté droit, c'est quand même le côté yang, c'est le côté tourné vers le futur, c'est le côté qui va de l'avant. Donc pour moi, c'est toujours du côté droit. À moins que dans le couple, ça arrange bien que l'homme soit plutôt yin et la femme plutôt yang et qu'ils soient complémentaires et que ça les arrange comme ça. Moi, ça ne me dérange pas non plus. Hein. Oui, d'accord. Par contre, pour ranger les vêtements, là, on n'est pas couché, on est debout, bien sûr, quand on ouvre son placard. Et là, le côté droit, ce sera le côté des vêtements de l'homme et le côté gauche, ce sera le côté des vêtements de l'épouse ou de la femme. Alors, le fait aussi que l'homme soit à droite dans le lit, c'est quand même intéressant parce que la femme peut venir poser sa tête sur son cœur pour s'endormir. Oui, Moi, j'y vois une fonction hautement romantique. oui. Et de par sa position aussi, il protège. En fait, tant où les hommes devaient apprendre à défendre la femme, eh bien, ça permet d'avoir son bras droit qui est libre et pouvoir la protéger du côté gauche. Oh, arrête, je vais verser une larme tellement c'est beau. Donc, voilà, pour moi, c'est pour ça que ça doit rester comme ça, que ça ne peut pas changer, qu'on soit droitier ou gaucher. Quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que je peux encore aller un petit peu plus loin dans le dressing et le placard, c'est qu'il faut respecter aussi les 3 niveaux vibratoires. Donc, n'hésitez pas à mettre ce qui se trouve en bas, ce qui a trait au bas du corps, et ce qui doit se trouver plus haut, ce qui a trait au haut du corps. Donc, tout doit toujours être remis de la façon dont on l'utilise. Alors, comme j'ai dit, attention à déjouer les pièges mentaux. Donc, il faut faire attention quand on met une statuette ou une représentation de couple. Est-ce qu'elle correspond aux qualités que je recherche dans un couple? Alors, une chose aussi, on conseille que quand on est seul, de mettre son contraire, ce qu'on recherche. Donc, une femme qui est seule va mettre dans la zone amour le temps de trouver quelqu'un.
Si c'est un homme qu'elle recherche, la représentation d'un homme. Si c'est un homme, il va mettre la représentation d'une femme. Mais attention, ici j'ai mis Georges Clooney parce que si vous mettez cette représentation-là, attention de ne pas vous focaliser sur une symbolique, sur la représentation de quelqu'un, tout simplement parce que c'est un acteur. Et que ce ne sera peut-être pas la personne qui vous convient. Donc, moi, je trouve que avant de trouver la bonne symbolique, c'est de faire une recherche vous-même des qualités que vous recherchez chez un homme ou chez une femme si vous êtes à la recherche d'un conjoint. Par contre, si vous êtes en couple, c'est de mettre la représentation d'un couple avec les qualités que vous recherchez. Et puis, attention, donc, comme je disais, aux lits qui ont appartenu à l'ancien couple. Aussi, ça peut être un lit qui a appartenu au grand-père, au papa. On reste dans l'énergie de nos ancêtres et on ne vit pas non plus sa propre vie. Alors, ce que j'ai remarqué souvent aussi, dans les chambres de couple qui ne savent pas avoir d'enfants, il y a souvent beaucoup de représentations d'anges. Et l'ange, c'est un être qui est asexué. Donc, ce n'est pas une symbolique idéale dans une chambre de couple. Et je me permettais de dire, est désincarné. Donc, il n'est pas incarné. Oui. Donc, ce qui est important, je résume un petit peu, c'est de voir ce que vous avez inscrit sur les murs. Ici, bien sûr, on est sur la zone amour et de la chambre, plus spécialement, puisqu'on est dans la relation de couple. C'est qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi est-ce que j'ai mis, pourquoi cette dame avait-elle mis la représentation d'un couple sans genre? Bien, elle venait de divorcer et elle n'avait pas vécu une expérience très agréable avec son époux précédent. Et donc, il y avait certainement des peurs qui faisaient qu'elle avait peut-être pas envie de s'engager tout de suite, qu'elle avait peut-être besoin encore de prendre du recul, de faire son deuil, de reprendre confiance en elle. Donc, la symbolique par elle-même, moi je dis, elle n'est jamais mauvaise, mais elle nous fait apprendre quelque chose. Elle nous fait comprendre qu'il y a encore quelque chose à passer, un cap à passer, quelque chose à travailler. Donc, quand je vais chez les personnes, c'est pas en leur disant non, jetez cette symbolique, mettez-en une autre. Le fait de faire ça, ça ne servirait à rien parce qu'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de sens de simplement trouver cette statuette qui serait correcte et la mettre comme ça parce qu'il n'y aurait pas et une compréhension et une démarche personnelle dans le but de rechercher les qualités que l'on recherche dans le conjoint ou dans le couple. C'est important de pouvoir faire. En fait, le Feng Shui, c'est un accompagnement, mais ce n'est pas une méthode miracle où on installe quelque chose. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se sont imaginés que c'était ça. Et bien souvent, ça marche un petit peu, puis ça ne fonctionne plus. Non, c'est du développement personnel, c'est avancer dans la vie et comprendre comment on fonctionne, en comprendre le sens et évoluer. Donc, le Feng Shui est là pour nous aider à comprendre ce qui se passe en nous. Parce que parfois, pour moi, je trouve que c'est plus facile d'aller voir sur un mur ce qui est installé que d'aller chercher à l'intérieur de moi. C'est pas toujours facile de savoir est-ce que ça. J'ai mon chat qui est en train de gratter le rideau parce qu'il veut sortir. Bon, il me distrait. Donc, je reviens à l'histoire. C'est vraiment, moi, j'utilise le Feng Shui comme une démarche en développement personnel, de comprendre le sens, pouvoir dépasser ses expériences. Et c'est ça qui est fantastique. Et c'est pour ça que je dis que je le prends à l'envers des autres. C'est parce que pour moi, il est beaucoup plus efficace de cette façon-là. Et même parfois, moi, ça m'arrive aussi, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire le Feng Shui chez moi que chez les autres. Parce que moi aussi, mon mental, il me joue des tours et je suis obligée de prendre du recul et de dire « Michel, tu avais installé ça, mais enfin, comment ça se fait ?» Et donc, c'est pour ça que je dis toujours « Aidez-vous de photos.
Prenez du recul, demandez conseil à des amis bienveillants parce que bien souvent, ils vont vous donner une piste qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Et puis, de se dire aussi, qu'est-ce qui me bloque pour l'instant? Est-ce que je suis prête pour cette relation? Est-ce que je suis prête pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que cette relation que je vis, elle est encore valable? Est-ce que je dois me remettre en question? Est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis? Tout ça nous apprend beaucoup de choses sur nous. Donc, il y a une chose aussi, je vous ai parlé tout le temps de la zone amour, mais ce dont on entend très rarement parler, c'est des axes du Tao. Et en fait, les zones, elles sont interconnectées. Et donc, il y a un axe que vous voyez là sur le bagua qui relie en fait la zone amour à la zone connaissance. Et ça s'appelle l'axe d'ancrage. Et donc, c'est utile aussi d'aller voir ce qui se passe dans la zone connaissance. Parce que la zone connaissance, c'est la zone du savoir. C'est la zone de la compréhension des choses. Et parfois, on va aller installer une symbolique dans la zone amour, mais on va aller mettre quelque chose dans la zone connaissance qui va contredire notre symbolique, qui va en quelque sorte l'annuler. Donc, c'est ça qui est important aussi. On ne travaille pas une zone à la fois, on va voir aussi ce qui se passe sur la zone qui se situe sur l'axe d'ancrage. Ça, c'est très important pour que votre Feng Shui fonctionne correctement. Donc, allez voir un petit peu ce que vous avez installé dans la zone connaissance. Admettons une personne qui serait, je reviens toujours avec une femme parce que je suis quand même une femme, qui serait une femme seule, qui voudrait rencontrer un homme. Eh bien, elle ne va pas mettre une représentation de couple dans la zone amour, elle va mettre la représentation de l'homme avec les qualités qu'elle recherche, et elle va plutôt mettre une représentation de couple dans sa zone connaissance. J'ai eu le cas d'une dame chez qui j'étais allée, qui avait une cinquantaine d'années à l'époque et qui avait toujours vécu seule. C'était une institutrice, elle avait toujours vécu seule. Et en fait, elle avait eu plusieurs amants, mais qui étaient mariés. Et donc, ça l'arrangeait bien, ça lui convenait bien, parce qu'elle pouvait garder sa liberté. Mais arrivée à une cinquantaine d'années, elle se trouvait quand même un peu seule chez elle et elle avait envie de construire une relation de couple. Et donc, elle avait fait appel à moi. Et à l'époque, elle était avec un monsieur qui était marié. Et donc, voilà ce qu'elle me dit quand j'arrive. Elle me dit, de toute façon, il ne quittera jamais sa femme. Bon, ça, déjà, c'était une supposition. Elle se bloquait déjà dans cette idée-là, dans cette croyance-là. Mais je lui dis, bah, déjà, la première chose, pour être certaine que vous voulez vivre en couple avec un homme qui est libre, bah, il faut déjà terminer la relation dans laquelle vous êtes. Parce que ce n'est pas possible, en général, de rencontrer quelqu'un si vous êtes… Donc, de toute façon, ça n'allait plus trop avec ce monsieur-là. Et donc, elle décide de rompre avec ce monsieur et d'installer les symboliques, comme je viens de vous expliquer, une représentation de couple dans la zone connaissance et une représentation d'homme dans la zone amour. Se passe quelque temps et elle me rappelle et elle me dit, le Feng Shui, ça ne marche pas. Ah, donc je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'avais remis une représentation d'homme, une représentation de couple dans la zone connaissance. Parce que pourquoi je fais mettre une représentation de couple dans la zone connaissance? Ben, est-ce que cette dame qui n'avait jamais vécu en couple, était-elle faite pour vivre en couple? Est-ce que ça lui convenait de vivre en couple? Elle ne le savait pas. C'était simplement une idée qu'elle s'était faite. Et en fait, ce qui s'était passé entre-temps, c'est que ce monsieur s'était séparé. Et puis, au bout de quelques mois, ce monsieur l'a recontacté et ils ont repris leur relation. Et donc, je lui ai dit, mais écoutez, vous dites que ça ne marche pas. Moi, j'estime que ça marche. Puisque vous avez décidé de continuer avec ce monsieur, c'est que la situation vous convient. Donc, elle n'était peut-être pas prête à vivre en couple et que ce genre de relation lui convenait. Et on ne peut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, c'était ce genre de relation qui lui convenait. Donc, voir, comme je disais, dans la zone connaissant, ce que vous avez installé comme symbolique,
Est-ce en contradiction avec votre zone amour? Et ces symboliques sont-elles en accord avec la qualité d'amour que vous recherchez? Alors ici, j'ai parlé souvent des personnes seules, mais lorsqu'on est en couple, qu'est-ce qu'on va mettre dans sa zone connaissance, à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa zone connaissance lorsqu'on est en couple? Un exemplaire du Kama Sutra. Pourquoi pas? J'ai pensé à la même chose. Pourquoi pas? J'osais dire. Oui, ou ouais, je sais pas, ou un livre sur la relation de couple qui nous parle. Oui, oui. Ça peut être aussi quand on est en période de conflit avec son conjoint ou sa conjointe, c'est de mettre la photo de notre couple dans cette zone-là pour comprendre, est-ce que c'est simplement un conflit passager ou est-ce que vraiment c'est la relation qui ne doit plus être? Donc, ça se peut aussi. Ça peut être aussi, quand on rencontre quelqu'un, de mettre la représentation de la personne qu'on a rencontrée en zone connaissance pour découvrir si elle nous convient réellement. Mais tu es en train de faire naître une question chez moi, Michel. Est-ce que nous devons avoir une photo de couple chez nous, de notre couple? On peut, mais il faut qu'elle soit d'actualité. Il ne faut pas une photo de mariage quand on a 50 ans de mariage. Parce qu'on fiche le couple dans la situation du mariage, on l'a peut-être idéalisé et le couple, il a évolué. Donc oui, dans la zone amour, ça peut être bien une photo du couple, mais alors qu'il doit être changé régulièrement. Dans la zone connaissance plutôt, non? C'est pas ça que tu disais? Si le couple est en conflit, on peut mettre dans la zone connaissance. Mais si tout se passe bien, rien n'empêche de mettre la photo de couple dans la zone amour. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. La représentation de son couple. Mais c'est pas obligatoire que ce soit la photo. Il y a plein de symboliques qui peuvent être. Alors, si on veut par exemple ancrer son couple, hein, il dure, on sait que notre couple est dans la durée, eh bien, ça peut être aussi mettre, par exemple, on voit souvent des quartz roses, 2 quartz roses, par exemple. La pierre, ça ancre. Un lierre, par exemple, une plante, un lierre, ça va enlacer le couple, ça va le souder. Mais il vaut mieux qu'il soude si la relation est bonne. Hein. Parce que vouloir souder un couple. J'avais une dame qui était venue à mes cours, aux ateliers que je donnais il y a quelques années, et qui, elle, voulait se séparer de son compagnon. Et donc, à votre avis, quelle couleur a-t-elle installée dans sa zone amour? De l'orange. De l'orange, tout à fait. Pourquoi? Parce que l'orange, ça fait bouger les choses. Je dis noir, hein, moi, qui a dit orange? C'est Alain orange. Non, j'ai dit noir, moi. C'est toi qui as dit orange alors. Okay. Oui, c'est l'orange, c'est l'orange. Oui. Okay. L'orange, ça remet en mouvement. En excès, bien sûr, ça crée l'instabilité. Alors, ça ne voulait pas dire, si le couple doit casser et qu'on ne s'entend plus, bah voilà, il va y avoir séparation. Mais ça peut être aussi, ça va peut-être provoquer une remise en question dans le couple, hein, et que les gens vont reprendre conscience et on peut repartir sur un nouveau départ. Hein. En fait, ce que tu fais émerger dans ma pensée, Michel, c'est que notre maison, les murs de notre maison sont des pots de projection de ce que nous sommes à l'intérieur de nous et de nos dynamiques familiales. On les projette sur les murs. Oui. Et on projette aussi nos blocages sur les murs. Et à partir de là, ce que je comprends bien, c'est qu'on peut facilement agir sur les éléments extérieurs à nous et ces blocages qui sont débloqués à l'extérieur de nous, ou ces fluidifiants qui sont à l'extérieur de nous impactent proportionnellement, de la même force. Et alors, mais c'est une sorte de psychothérapie de maison que tu nous proposes. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est bien. Et c'est plus en fait un côté ésotérique, magique. Non, c'est vraiment
avancer, comprendre le sens des choses, c'est évoluer avec sa maison. Exactement. Donc, enfin, pour moi, c'est un outil magnifique. Hein. J'en suis toujours ébahie des choses qui, qui, même moi, quand il m'arrive des choses, quelquefois, je me dis, oh, c'est pas possible. Je dis, si, quand même, tu pratiques le feng shui, si tu commences à dire, c'est pas possible. Mais je suis quelquefois, mais vraiment, oui, c'est pas magique, mais c'est fou ce qu'on apprend sur les murs de son lieu de vie. Mais tu as raison d'utiliser le mot magique parce qu'en fait, ça fait un peu penser à la magie blanche. Je mets une statue de Saint Antoine à tel endroit et ça a une action. Je mets une statue de phallus ou de cactus qui ressemble à un phallus à tel endroit et ça a une action. Donc ça, c'est la pensée magique. Parce que j'ai Oui, dit, là, voilà. Mais comme nous connaissons en psychologie les mécanismes de projection, et nous savons aussi que nous sommes faits de champs d'énergie et que notre milieu est un un support de projection de champs d'énergie, nous avons des interactions énergétiques entre notre cœur, parce que c'est le cœur qui émet un champ électromagnétique à 8 mètres de distance. Et en général, on est toujours bien en interaction avec les murs de notre maison, parce que rares sont ceux qui vivent dans des pièces de plus de 8 mètres de distance, bien sûr. Donc on est tout le temps en interaction avec notre environnement. oui, oui. Comme des chauves-souris seraient en interaction micro-ondes, enfin pas micro-ondes, ultrasons, dans une caverne ou dans des arbres où qu'ils repèrent leurs insectes et qu'ils les attrapent dans la nuit noire. Eh bien, notre champ, notre aura, quoi, notre champ électromagnétique est en interaction avec tout ce qui est à l'extérieur. Et là, ce n'est plus de la magie, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a un champ électromagnétique. Il a été mesuré. Nous savons que nous sommes en interaction avec le monde extérieur. Ça a été mesuré. On sait même que quand l'amour a été généré entre deux êtres, il y a intrication quantique, parce que l'amour a cette force d'intriquer l'espace-temps. Eh bien, à ce moment-là, les personnes ne s'oublient plus jamais. Elles sont en contact à distance. Donc, leur champ électromagnétique est perceptible à distance. Donc, tout cela, aujourd'hui, nous permet de battre en brèche le vieil adage « c'est de la magie blanche ». Non, en fait, c'est tout simplement de la gestalt, de la mise en forme électromagnétique de notre monde. Sa connaissance et son utilisation, c'est ce que tu fais. Oui, Magnifiquement bien d'ailleurs. Merci Michel. merci. Donc maintenant, je vais vous parler de votre cadeau. Si vous n'avez pas d'autres questions, il n'y a pas de questions? Non, moi je me disais, tiens, qu'est-ce que j'ai mis en zone connaissance? Ben, moi j'ai mis, il y a deux peignoirs, les deux peignoirs quand on va au terme, qui sont très peu utilisés ces derniers temps. Et puis parfois il y a nos serviettes ou nos essuies de bain qui arrivent là aussi pour sécher. Je me dis, tiens, c'est interpellant. Bah oui, mais bon, s'ils sont là tous les deux, mais c'est peut-être de se poser aussi la question de quelle couleur ils sont. Les peignoirs, mon peignoir il est rouge et celui de mon mari il est bleu. Et les essuies, ils sont en général, ils sont roses ou ouais, c'est rose ou orange souvent. Ouais. Ah oui. Donc le rose, ça induit la tendresse. L'orange, on a dit, ça fait bouger les choses. Alors attention au conflit eau et feu, rouge et bleu. Le rouge, ça correspond à l'élément feu. Le bleu, ça correspond à l'élément eau. Et en feng shui, on parle du plus gros conflit, c'est entre ces deux éléments-là. Ah ok, super. Donc, il faudrait peut-être au moment où, où les deux peignoirs sont installés dans la zone amour, que tu observes ce qui se passe dans ta relation de couple. Ah ouais, ok, je vais essayer là. Ça peut être intéressant, voilà, de voir et de se dire, ah, tiens, zut, c'est chaque fois cette fois-là qu'on se dispute. Mais là, c'est en zone connaissance, hein, là. Ça donne la même chose aussi? Ben, dans la zone connaissance, ah, est-ce qu'il y a un conflit qu'on doit comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? À la limite, il vaut mieux que ce soit en zone connaissance, parce que si c'est en zone connaissance, comme je t'ai dit, c'est la compréhension. Donc, c'est peut-être, voilà, avoir une connaissance de quelque chose qui est, pour l'instant, on n'est pas en accord. Ok, super.
De toute façon, quand il y a une symbolique dont vous n'en connaissez pas le sens, l'idéal, que ce soit n'importe quelle symbolique, c'est d'aller la mettre dans une zone connaissance. Parce que bien souvent, on va en avoir la signification. Ou alors, comme par hasard, on va passer trop près et la symbolique va se casser ou il va se passer quelque chose. Ok, merci. Il y a encore d'autres questions? Non? Alors, je voulais vous offrir un petit cadeau avant de terminer la conférence parce que vous savez que pour pouvoir aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et donc, ce que j'allais vous proposer, c'est, si vous êtes prêt à jouer le jeu, 5 jours avec 5 rituels pour apprendre à vous aimer, à vous réapprendre à vous aimer ou apprendre à vous aimer. Donc, si vous êtes OK avec ça, si vous voulez bien sûr améliorer votre vie amoureuse, vous allez, je vous donnerai le lien après, vous allez aller sur ce lien-là et vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir un message. En fait, la semaine passée, j'étais au salon Être Plus et là, c'était facile parce que j'étais en contact avec les personnes et donc j'avais fait des petits sachets de lavande et j'avais écrit à la main, c'était important pour moi d'écrire à la main, des messages différents pour chaque personne. Parce que pourquoi le fait d'écrire à la main avec un beau stylo, j'allais y mettre une énergie encore plus de qualité que si je l'imprimais seulement à l'ordinateur. Donc j'ai choisi une centaine de citations, de phrases qui ont un rapport avec l'amour et je les ai recopiées. Et donc, je les ai copiées sur du papier rose. Donc, chaque citation était écrite sur un papier rose, un petit morceau de papier rose. Et j'ai roulé toutes les citations et je les ai introduites dans tous des sachets. Et donc, elles étaient toutes différentes. Et je pense qu'on voit peut-être après mon panier. Voilà, vous voyez, et je les ai introduites dans un petit panier. Et les personnes tiraient au sort un petit sachet de lavande. Et je leur disais, donc on était soit de samedi, soit de dimanche, qu'ils n'avaient pas le droit de l'ouvrir avant lundi à 18h18. Parce que lundi à 18h18, je leur disais, il y a une surprise à l'intérieur. Bien sûr qu'il y a de la lavande, mais vous ne pouvez pas l'ouvrir avant lundi à 18h18. Pourquoi 18h18? Parce que 18h18, c'est le message des anges, c'est votre vœu se réalise. Donc, je me suis dit, bon, c'est une bonne symbolique. Et donc, ils devaient recevoir un email à 18h18, ouvrir leur petit sachet et lire le petit message qui était à l'intérieur. Et puis, je leur donnais des informations où installer ce petit sac de lavande pour faire monter le niveau vibratoire. Alors, il y a une pièce dont je ne vous ai pas parlé. Je vais essayer de remettre pour être à la bonne... Voilà. Il y a une pièce dont je ne vous ai pas parlé. C'est la salle de bain. À votre avis, la salle de bain, que représente-t-elle pour nous? Qu'est-ce qu'elle a comme symbolique, cette pièce? L'endroit où on prend soin de soi. Voilà, donc la symbolique de la salle de bain, c'est l'image de soi. Elle représente l'image qu'on se fait de qui on est. Et donc, ils ont reçu donc tout ce rituel pour installer le petit sac au bon endroit et donc pour améliorer l'amour de soi. Et ils ont eu 4 autres exercices chaque jour. Donc, c'est la même chose que je vous propose. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé avec une dame. C'est incroyable, mais je ne vais pas vous le révéler aujourd'hui. Si vous vous inscrivez, je l'ai préparé, je l'ai raconté dans un des jours un des emails, et donc vous allez savoir ce qui s'est passé. C'est fantastique ce qui s'est passé pour elle, c'est incroyable.
je n'en suis pas encore revenue moi-même. Et c'est absolument vrai. Donc, si vous avez vraiment envie d'améliorer, je vous propose ces 5 exercices. Vous vous inscrivez. Hein, vous allez recevoir, là, je vous enverrai un message personnel parce que faut que j'envoie à tout le monde un message différent. Vous allez dans le formulaire mettre un chiffre de 1 à 50. Donc, comme ça, je ne vais pas, parce que c'est difficile après. Bon, il y a des personnes que je connais et dont j'aurais peur de faire intervenir mon mental. Alors qu'au salon, il n'y avait pas de souci, les personnes tiraient, je ne savais même plus ce qu'il y avait dedans, quoi. Donc, je vais vous demander de mettre un chiffre de 1 à 50 et donc, vous recevrez votre petit message et vous aurez toute une série d'exercices à faire pendant 5 jours. Le plus long dure 50 minutes. C'est un exercice que je fais souvent dans mes ateliers. Il est réellement, réellement efficace. Si vous le faites, vraiment, vous allez sentir la différence. Mais c'est le plus long, c'est 50 minutes, il faut vraiment s'appliquer. Sinon, ça dure entre 20 et 50 minutes chaque jour. Est-ce qu'on n'en vaut pas la peine de s'accorder 20 à 50 minutes par jour pour améliorer l'estime de soi? Oui, ça vaut la peine, c'est clair. Oui, oui. Donc, et dès que vous vous inscrivez, eh bien, demain à 18h18 et chaque jour jusqu'à dimanche, vous recevrez ce courriel avec un exercice. Alors, comme vous avez entendu que je travaille, j'ai aussi les 3 niveaux en EFT, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'anéagramme, j'ai fait beaucoup de choses. Donc là, à part le premier exercice où vous allez avoir des informations sur le Feng Shui, les autres exercices vont être liés à autre chose. Donc, je vous laisserai découvrir, je vous laisse la surprise. Donc, ce sera soit une phrase, une citation, un message d'amour qui vous est personnellement adressé. Et je peux vous dire que j'ai fait l'exercice moi-même aussi. C'est moi qui avais écrit les petites phrases. J'ai tiré mon petit sachet. J'ai fait les exercices pendant 5 jours et j'étais étonnée de ce que je recevais. Et ça m'a beaucoup aidée. Franchement, dans ma relation amoureuse, ça m'a fait encore évoluer dans ma relation amoureuse. Moi aussi, je veux un sachet, je veux un sachet, je veux un sachet. Oui. Sinon, je veux bien vous l'envoyer par la poste, mais ça prendra un peu plus de temps. Mais sinon, je vous incite, vous aurez votre phrase, vous trouvez un petit sac et vous y introduisez soit des fleurs de lavande séchées ou bien du thym sec ou des feuilles de laurier. En fait, tout ce qui va avoir un effet purificateur. Parce que toutes ces herbes ont un pouvoir d'élever le niveau vibratoire. Donc, dans la zone dans laquelle vous allez les installer, ça va faire monter le niveau vibratoire de la pièce et vous donner des informations. Voilà. Alors, si vous ne trouvez pas de petits sachets, je peux très bien vous m'envoyer votre adresse postale et donc je vous le mets dans un petit colis et je vous l'envoie. Si pas, je vous envoie la phrase. Eh bien, merci pour tout ça, Michel. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que vous avez encore? Non, moi, il n'y a pas de questions de mon côté. Bon, ça viendra peut-être, hein, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, vous me posez votre question parce que quelquefois, il faut que ça décante aussi un petit peu. Alors, merci Michel. De toute façon, on reste en contact par Persona Gaia, la page Facebook Persona Gaia, par tes propres coordonnées. On mettra tes propres coordonnées en lien en dessous pour qu'on puisse aussi cliquer sur le lien que tu nous donnes. Merci Michel, trop top, nous dit Alice. Marie-Sophie a super bien intervenu, merci. On a eu Jérôme qui nous a beaucoup écrit et merci à tous les autres. Donc, on termine là ce webinaire Persona Gaia sur le Feng Shui Zone Amour. Si vous, Oui, oui, si vous voulez, je peux mettre le lien peut-être dans Converser, non? on installera le lien en dessous de la vidéo complète, Michel. Ah oui, ça va, ça va. Voilà, et tu as encore des remerciements de toutes les personnes qui sont là et qui nous écrivent. Eh bien, merci d'être venu, merci d'avoir participé et à la prochaine pour un webinaire Persona Gaia.
Au revoir à tous. Moi, je vous Merci à dis vous deux. merci. C'était très, très, très instructif. J'ai appris beaucoup de choses et comme vous venez de le dire, ça doit décanter dans ma petite tête. À mon avis, demain, j'aurai beaucoup de questions. Oui, n'hésitez pas, hein, vous avez mon adresse. En tout cas, moi, je vous remercie aussi parce que ça m'a fait plaisir. J'adore partager ça. Ça me passionne tellement. C'est vraiment le sens de ma vie et ma mission de vie. Je ne pourrais pas vivre sans le feng shui. Merci à tous. Merci. Merci, merci.